C'est le moment que vous attendez avec impatience chaque semaine, c'est l'heure des revues d'actualité de l'intelligence artificielle, ces actus qu'il ne faut pas manquer, on va les découvrir ensemble et on va les décortiquer pour que vous puissiez comprendre au mieux les enjeux de l'intelligence artificielle. Vous avez l'habitude désormais, on se retrouve sur mon écran et vous le voyez, le programme comme d'habitude, il est chargé, donc je vous propose d'entrer dans le vif du sujet avec la première news que je souhaitais vous partager. Vous l'avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux sociaux parce qu'elle a fait grand bruit. C'est une énorme news qui en dit long sur l'évolution de l'intelligence artificielle, la rapidité à laquelle elle évolue et les enjeux justement en termes de sécurité, de risque pour la société de l'IA. On en a régulièrement parlé sur la chaîne depuis la lettre ouverte d'Elon Musk. C'est pas une mode, c'est pas une tentative forcément de manipulation d'Elon Musk pour rattraper son retard sur l'intelligence artificielle, en tout cas pas que. Il y a des vrais risques et pour preuve, Geoffrey Hinton, un des godfathers, un des pères fondateurs de la technologie de l'intelligence artificielle, vient de quitter Google pour des raisons qui sont quand même assez inquiétantes. Donc au départ, on a stipulé sur le fait que finalement Geoffrey Hinton avait quitté Google parce que Google était complètement à la ramasse par rapport à l'intelligence artificielle. J'ai fait une vidéo sur un test de Google Bard qui s'affiche à l'écran et que vous aurez en lien dans la description, dans laquelle je vous présente notamment un communiqué des employés de Google qui avoue être très finalement déçu par Google Bard et par finalement le chemin que prend l'intelligence artificielle chez Google. Eh bien non, Geoffrey Hinton n'est pas parti de chez Google parce que Google est à la ramasse d'un point de vue IA, ce qu'il nous dit derrière sur Twitter. Donc il avait fait un tweet justement pour communiquer sur son départ. Donc en fait, il explique que justement il a, annoncé au New York Times qu'il partait de chez Google et que Kad Metz, sans doute le journaliste, sous-entendait qu'il avait quitté Google pour pouvoir critiquer Google sur le sujet de l'IA. Et en fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'il est parti pour pouvoir parler des dangers de l'intelligence artificielle sans tenir compte justement de ses propos sur l'intelligence artificielle. Et en fait, ce qu'il nous dit, et vous pourrez le voir dans l'article que je vous partagerai dans la description, c'est qu'en fait, il était convaincu que l'intelligence artificielle impacterait la société dans les 20, 30, 50 prochaines années, mais surtout pas à court ou moyen terme. Et en fait, selon lui, maintenant, le point de rupture est dépassé et en fait, on va se faire déborder par l'intelligence artificielle et il souhaite justement nous informer là-dessus, nous éduquer sur le sujet de l'intelligence artificielle sans avoir des enjeux financiers derrière s'il était encore chez Google. L'autre information finalement, et vous allez voir que j'ai 2-3 informations comme ça qui vont aller dans le sens finalement des peurs, des craintes de Geoffrey Hinton ici, qui vont illustrer finalement son inquiétude. La première information que je souhaitais vous partager, et on va traduire le texte pour que vous puissiez aussi vous le regarder tranquillement sur votre écran. Dans tous les cas, vous aurez tous les liens des sources en description, vous avez désormais l'habitude. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des scientifiques de l'université du Texas qui ont développé un système d'intelligence artificielle de type GPT qui permet de lire les pensées. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, en fait, il y a un scan. Alors, il donne la technologie ici, donc une machine IRMF. Donc là, je connais pas du tout, donc je vais pas me risquer à interpréter ce qu'est ce scanner, mais en fait, c'est sans doute quelque chose qui nous permet effectivement de monitorer le cerveau. Et donc, en utilisant l'intelligence artificielle, on est capable de traduire finalement sans doute les ondes cérébrales, j'en sais rien. Donc là, je suis vraiment pas expert, donc j'essaye de vulgariser au maximum et essayer de vous retranscrire ce que j'ai compris. Donc les experts, s'il y a des experts sur le sujet qui passent, n'hésiteront pas à me corriger ou à compléter mes propos en commentaire. Vous êtes nombreux à le faire à chaque fois, donc je vous remercie pour ça parce que ça fait avancer les discussions et ça nous aide tous à progresser sur les sujets de l'IA. Et donc en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que lors de l'expérience, les chercheurs ont demandé à plusieurs sujets de test d'écouter des heures de podcast pendant qu'une machine IRMF enregistrait de manière non invasive leur activité cérébrale et que du coup, les données ont ensuite... en gros, ce qui se passait sur l'activité cérébrale, c'est qu'on a essayé de traduire ça dans du texte et en fait, donc vous voyez, il y a une vidéo ici que vous pourrez aller voir tranquillement de votre côté pour présenter et, ce qui se passait. En fait, donc ça présente le fonctionnement, comment ça fonctionne, la prédiction des mots en fonction des
les ondes cérébrales, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, donc en fait, ce qu'il y avait ici, c'est que vous avez ici les traductions finalement de l'intelligence artificielle des pensées, et donc vous avez en bleu ce qui est vraiment exact. Donc par exemple, scream and cry, ici, c'était effectivement exactement ce qui avait été verbalisé dans la pensée du sujet. En violet, ce qui est peut-être intermédiaire, et en rouge, ce qui est complètement des erreurs. Et en fait, ce que nous dit l'étude, c'est que grosso modo, alors je ne sais pas si je vais le retrouver dans cet article, mais vous pourrez retrouver ça tranquillement, c'est que 50% de ce qui a été interprété par l'intelligence artificielle était juste. Donc voilà, la technologie n'est pas encore parfaitement au point, mais il y a aujourd'hui des gens qui bossent sur des systèmes d'intelligence artificielle pour lire dans les pensées. Ce qui était encore de la science-fiction il y a quelques mois, j'ai envie de dire, est proche de la réalité. Maintenant, autre info qui peut faire froid dans le dos, c'est qu'il y a une société qui s'appelle Palantir, qui lance actuellement des solutions d'intelligence artificielle pour prendre des décisions dans des conflits armés. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, je ne sais plus exactement où je l'ai vu, lu, et du coup j'ai pas la source, donc si des personnes ont l'information, n'hésitez pas à la partager en commentaire, mais j'avais vu sur Twitter une personnalité justement de l'intelligence artificielle qui appelait finalement les gouvernements à statuer et à mettre noir sur blanc dans la loi que l'intelligence artificielle ne devait pas prendre des décisions de déclenchement de l'arme nucléaire. Et donc je pense que ça venait justement lié, enfin c'était une conséquence finalement de l'information de l'annonce qu'a fait Palantir ici. Et donc effectivement, donc vous avez cet article de Le Temps qui nous explique que c'est imminent, Palantir invite l'IA dans la guerre. Donc vous avez une capture d'écran ici de la solution, et en fait il y a même une vidéo YouTube ici que je vais mettre finalement en fond pendant que je vous parle. Donc en fait vous avez une présentation, donc il y a sans doute une scène de combat ici, et qu'en fonction des dispositions, en fonction des forces en présence, etc., on peut prendre les meilleures décisions, et c'est l'intelligence artificielle qui va nous guider ici. Donc moi je trouve ça assez dangereux, en tout cas ouais, ça fait froid dans le dos. Et donc après le fait que l'IA peut lire dans nos pensées, l'IA peut prendre des décisions dans des conflits armés, et pourquoi pas actionner des armes qu'on n'aurait pas envie nous-mêmes d'actionner si ça répond aux objectifs qui ont été fixés pour ce conflit. Ça fait quand même assez peur, surtout dans le contexte géopolitique dans lequel on est. Ce pourquoi, avant de vous présenter quelques outils aussi, nouveaux outils d'intelligence artificielle, on va partir sur une note un peu plus légère. On a ici Google qui finalement nous présente une expérimentation, donc je vais traduire aussi le site en français, mais dans laquelle ils entraînent des robots à jouer au foot, à prendre des décisions, à essayer de marquer des buts, à se dribbler, etc. et à se relever immédiatement quand ils tombent. Donc là c'est pareil, vous le voyez, je vais juste couper le son, mais en fait vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc en fait on a des robots, voilà, qui jouent, qui apprennent de leurs erreurs, qui commencent à construire des actions, etc. Donc là c'est du 1 contre 1, mais vous voyez le robot effectivement qui va marquer des buts, et ensuite ils nous ont présenté effectivement les différentes expérimentations qu'ils ont fait. Donc un match en 1 contre 1 ici, alors je vous laisserai regarder ça un peu plus en détail pour pas prendre de temps, mais donc ça nous dit effectivement que on va plutôt mesurer les comportements, les compétences et l'agilité des robots, que ça peut être aussi effectué dans un environnement de simulation. Et donc ouais, la vidéo que j'ai trouvé assez impressionnante ici, l'idée c'est de voir comment les robots finalement se relèvent. Donc en fait finalement on les laisse pas interagir tout seul finalement dans l'environnement, on va même les perturber en les poussant, en les faisant tomber, en les taclant pour ceux qui jouent au foot. Et en fait c'est pas grave, il se relève et il va quand même vers le ballon, il trouve le ballon et il va marquer un but. Donc c'est vraiment un truc assez incroyable, et c'est en tout cas une note plus légère que les évolutions qu'on a vues précédemment. Donc je sais pas si on en est au stade de lire les pensées, si intégrer l'IA dans les conflits armés ça va arriver demain dans notre quotidien, mais en tout cas il est peut-être plus probable qu'on assiste à des matchs de foot de robots un jour sur nos chaînes de sport préférées. Maintenant je souhaitais vous présenter une innovation dont on a très peu parlé, puisque finalement elle était disponible que pour certains utilisateurs de Stable Diffusion. Stable Diffusion, c'est un outil comme Midjourney qui vous permet de créer des visuels, et donc là c'est pareil, je vais à nouveau coupler le son. Et donc cette Stable Diffusion a lancé un nouveau modèle qui s'appelle XL Beta, SDXL Beta, et qui est désormais disponible pour tout le monde. Donc il est meilleur dans la génération d'images, mais surtout la révolution
évolution qui est vraiment importante ici, c'est que finalement, on peut commencer à rédiger du texte dans les images générées par l'intelligence artificielle. Vous avez forcément déjà fait des essais, essayé de, par exemple, créer des paysages, des affiches d'un pays, d'une ville, etc. et d'essayer de noter la ville en bas. Et donc, si vous testiez Paris, finalement, vous vous retrouviez avec un truc qui ne voulait pas du tout dire Paris. Et bien maintenant, vous avez la possibilité, en utilisant justement le modèle SDXL Beta, je vous mettrai le lien pour utiliser Stable Diffusion via dreamstudio.ai ici. Et donc, si vous sélectionnez le modèle SDXL Beta, vous allez pouvoir commencer à rédiger des prompts en demandant d'écrire du texte dessus. Et donc là, effectivement, on a la Tour Eiffel dans un cadre avec le mot Paris écrit correctement. Donc c'est vraiment un truc assez important. Je vous le dis tout de suite, l'évolution n'est vraiment pas encore au point. J'ai fait différents tests pour préparer cette vidéo. Il arrive quand même parfois que ça ne fonctionne pas. Donc me tombez pas dessus en commentaire. L'évolution est progressive. C'est une nouveauté. C'est la version bêta. Dans quelques jours, quelques semaines, elle sera opérationnelle et 100% fonctionnel. J'en profite puisqu'on a déjà traité l'actualité sur la chaîne. Vous avez la vidéo qui s'affiche à l'écran dans la foulée finalement de Stable Diffusion qui a ouvert son modèle bêta à tout le monde. Et bien on a Midjourney qui a lancé sa version 5.1. Je vous explique dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et que vous aurez en commentaire comment paramétrer votre Midjourney pour pouvoir utiliser le modèle 5.1, et je fais le test en créant des images, en utilisant toutes les fonctionnalités de Midjourney avec cette nouvelle version. Et effectivement, il y a des progrès d'un point de vue créativité, d'un point de vue détail, et donc ça évolue dans la génération d'images par intelligence artificielle. Toujours dans ce sujet de la génération d'images, on a Microsoft qui a lancé, donc il y a quelques temps maintenant, Microsoft Designer qui est censé être un concurrent de Canva. Nous l'avions vu sur la chaîne, Microsoft aime bien en ce moment copier les outils qui fonctionnent bien d'un point de vue web, application web. Donc ils ont déjà fait une copie de Notion, ils ont déjà fait une copie effectivement de Canva qui s'appelle Microsoft Designer. Et en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que Microsoft Designer veut concurrencer Canva, mais c'est pas ça la news, c'est qu'ils intègrent maintenant l'intelligence artificielle à leur outil. Donc là c'est pareil, je vous recommanderais de le tester en allant sur designer.microsoft.com, et donc je vais essayer de réaliser un test ici. Donc voilà, j'avais fait un test ici, un post Instagram avec 2 robots IA, et j'avais eu un visuel qui avait été généré. Donc là j'ai rafraîchi la page, donc on va faire un test ensemble. Donc je vais retaper quelque chose pour que vous puissiez voir, mais j'essaye généralement de préparer mes interventions avec l'intelligence artificielle, parce que vous le savez si vous suivez la chaîne, j'ai une connexion internet qui est vraiment mauvaise. Et donc là on va recommencer. Donc un post Instagram avec un joueur de foot triste d'avoir perdu par exemple, et on va voir ce que ça donne. Évidemment, comme bien souvent avec les outils d'intelligence artificielle, ça fonctionne mieux si vous faites votre prompt en anglais, mais là pour le coup on va faire le test en français. Donc en fait vous tapez ce que vous voulez ici, ça peut être un post LinkedIn, un post Instagram, ça peut être un visuel pour Twitter, ça peut être une image d'illustration pour un article de blog, etc. Et donc là en fait ce qu'on voit c'est qu'il a bien compris. Donc on parlait de défaite, donc là je lui ai dit avoir perdu, donc il a mis la défaite, il a mis un joueur de foot, donc pas forcément triste, etc. Mais en fait ce qui va se passer c'est que vous avez la possibilité de sélectionner le visuel qui va bien, et ensuite comme vous pouvez le faire sur Canva, vous allez cliquer sur Customize Design juste ici, vous allez arriver là et vous allez pouvoir modifier par exemple la police, vous allez pouvoir modifier les couleurs ici, par exemple le background on va le vouloir par exemple en vert, donc on va pouvoir mettre du vert, on va pouvoir changer l'image, etc., etc. Bref voilà, c'est au tout début, l'intelligence artificielle est encore peu performante sur l'outil, on va pas se mentir, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais voilà, un concurrent à Canva qui arrive, c'est Microsoft avec un certain budget, avec déjà un pied dans l'intelligence artificielle, donc ça pourrait être intéressant. Autre outil que je souhaitais vous présenter, petite news qui est passée assez inaperçue il y a quelques jours, mais qui est quand même assez impressionnante. C'est Eleven Labs qui vient de lancer un outil qui s'appelle Eleven Multilingual V1. C'est quoi cet outil? En fait, c'est un outil qui va cloner votre voix et qui pourra vous faire discuter dans une autre langue que la vôtre. Donc, on pourrait envisager que je clone ma voix, que je lui mette un texte en espagnol et que du coup, il parle avec ma voix dans ce texte en espagnol. Et donc, du coup, ça pourrait être intéressant pour traduire des vidéos, ça pourrait être intéressant pour vous faire comprendre auprès d'interlocuteurs étrangers, etc., etc. Et donc là, il y a une vidéo qui nous présente effectivement la manière dont ça fonctionne. Donc là vous le voyez, on a un texte en espagnol, donc c'est la même voix finalement qui est présentée en espagnol, puis en anglais, puis en allemand, puis en polonais, puis en français, etc. Je vais vous mettre le son pour que vous puissiez peut-être voir. Je ne sais pas si ça sera audible, mais en fait c'est toujours la même voix. Donc là en français, c'est la même voix ici
en allemand, c'est la même voix ici, en espagnol, etc. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Je pense qu'il y a des choses à faire juste ici. Je vous mettrai le lien si vous voulez le tester. N'hésitez pas. Je souhaitais effectivement vous présenter une nouvelle intéressante qui là aussi est passée inaperçue. La news contraire avait pas mal buzzé. Le fait que l'Italie bannisse ChatGPT avait pas mal buzzé. Le fait que l'Italie débannisse ChatGPT, ça on en a très peu entendu parler. Vous me direz si vous le saviez en commentaire, mais effectivement il y a quelques jours maintenant, l'Italie a débloqué ChatGPT. Vous pouvez désormais utiliser ChatGPT en Italie et ça provient sans doute du fait d'une news qu'on avait partagée effectivement sur la chaîne ici, le mode privé qui est arrivé sur ChatGPT. Donc je vous l'avais présenté, je vous mettrai le lien de la vidéo en description, mais effectivement dans cette vidéo je vous présente comment justement passer ChatGPT en mode navigation privée et préserver du mieux possible votre donnée. Donc c'est sans doute ce qui a convaincu l'Italie de déban, de réautoriser l'utilisation de ChatGPT. Mais pendant qu'un pays finalement réautorise ChatGPT, on a une entreprise, Samsung, qui banne l'utilisation de cette intelligence artificielle et qui l'interdit pour ses employés après de mauvaises utilisations justement du chatbot. Donc je vais traduire rapidement l'article ici pour que vous puissiez voir. Mais voilà ce qui se passe, les points clés. Samsung restreint l'utilisation des soi-disant outils d'intelligence artificielle générative tels que ChatGPT pour les employés après que l'entreprise a découvert que ces services étaient utilisés à mauvais escient, etc. Et en gros, ce qu'ils expliquent, c'est que tant qu'ils n'auront pas processé l'utilisation de l'intelligence artificielle en interne, les employés ne pourront pas l'utiliser. Donc voilà, c'est un enjeu aussi. On a besoin de cadrer les choses, on a besoin de sécuriser les choses et on a besoin de faire en sorte que les employés l'utilisent de la bonne manière. Donc Samsung, effectivement, ça n'a pas fait grand bruit non plus. En même temps, c'est une news qui vient de sortir, mais c'est quand même très important sur les enjeux justement des entreprises par rapport à l'intelligence artificielle. Ensuite, une étude qui est sortie récemment et une infographie aussi qui en découle que je souhaitais vous présenter sur les emplois qui vont être le plus à risque par rapport aux évolutions de l'intelligence artificielle générative, donc les modèles comme ChatGPT. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ça va plutôt à l'encontre finalement de ce qu'on pouvait envisager. C'est pas forcément les métiers ouvriers ou les métiers peut-être qui requièrent le moins de qualifications qui vont être d'abord exposés justement et qui vont être à risque par rapport à l'intelligence artificielle, c'est même plutôt l'inverse. Donc on voit en bleu effectivement ici les métiers qui seront peu exposés pour l'instant aux risques liés à l'intelligence artificielle et au modèle GPT, et on voit à côté ceux qui le seront vraiment. Donc en fait on voit que ça va être les hauts salaires, que ça va être les métiers de rédaction, de création de contenu, que ça va être les métiers de programmation et les métiers informatiques, ou alors les métiers qui ont finalement des tâches répétitives, j'en sais rien, comme peut-être la comptabilité, la gestion administrative, etc., etc., la finance, bref, tout un tas de choses ici, la facturation, bref, vous avez sans doute des idées en tête. Et donc derrière, l'infographie que vous pourrez retrouver dans la description nous donne une liste de métiers finalement qui pourraient être concernés. Donc effectivement, les écrivains, les créateurs de contenu, les mathématiciens, les ingénieurs blockchain, les consultants, les auditeurs, les interprètes, les traducteurs, etc. Et ceux qui seront peu exposés, finalement les athlètes, quoique on l'a vu, hein, les robots commencent à jouer au foot tout à l'heure, on l'a vu là justement sur Google, donc pourquoi pas. Derrière on a effectivement donc peut-être les cuisiniers, on a effectivement alors les dishwashers, les nettoyeurs, etc. Bref, il y a tout un tas de métiers ici, mais voilà, vous avez l'infographie, vous pourrez regarder ça tranquillement en détail, et ça me permettait surtout visuellement de lancer cette nouvelle qui concerne la société IBM, donc grosse société de l'informatique, qui annonce via son PDG mettre en pause les recrutements pour tous les emplois qui pourraient être finalement réalisé par l'intelligence artificielle à court moyen terme. Et ce qu'on nous dit ici dans l'article, c'est que c'est 7800 jobs qui pourraient être chez IBM remplacés par l'intelligence artificielle qui pourrait être automatisée. Et donc effectivement, ils sont en train de mettre en pause les recrutements pour voir justement comment peut-être intégrer l'intelligence artificielle dans leur métier à la place de ces recrutements. Donc voilà, c'est pas seulement une crainte, c'est pas seulement une lubie d'Elon Musk de dire faut mettre en pause l'intelligence artificielle parce que ça va avoir des impacts pour tous les employés sur les emplois, etc. Non, c'est aussi dans les faits, et c'est aujourd'hui que ça se passe. Le fait qu'IBM, une société comme IBM, mette en pause des recrutements, c'est quand même quelque chose d'important, et on parle pas non plus de 3 recrutements, mais 7800, donc ça c'est plutôt important. Et autre information qui va un petit peu dans ce sens, c'est une étude de KPMG en fait qui révèle que
Donc dans les grosses entreprises, les comités exécutifs, en fait, s'attendent à ce que l'intelligence artificielle ait un impact énorme sur leur entreprise, mais ils avouent aussi qu'ils ne sont pas préparés immédiatement aujourd'hui pour adopter l'intelligence artificielle. Et donc vous avez tout un tas de statistiques que vous pourrez récupérer dans la description via le lien que je vous partagerai et regarder ça tranquillement en détail. Mais ce que j'ai fait du coup pour aller très rapidement dans la vidéo, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de me lister les statistiques les plus représentatives de l'étude, et donc là on voit effectivement que 65% des dirigeants donc pensent que l'IA générative aura un impact élevé ou extrêmement élevé sur leur organisation dans les 3 à 5 prochaines années. Ils disent qu'ils sont 60% à être à 1 à 2 ans de pouvoir lancer leur propre solution, leur première solution d'IA générative, et de pouvoir internaliser un petit peu les choses. Et derrière, effectivement, moins de la moitié des répondants ont la technologie, les talents et la gouvernance appropriée pour mettre en œuvre ces systèmes d'IA. Donc en fait, effectivement, ils sont au courant que ça va avoir un impact, ils en sont certains, ils en sont convaincus, mais ils ne sont pas prêts aujourd'hui, et donc ils vont devoir mettre en place des choses pour pouvoir l'être demain. J'essaye de trouver d'autres statistiques qui pourraient être intéressantes. Donc 45% disent qu'elle peut avoir un impact négatif sur la confiance en leur organisation si les outils de gestion des risques appropriés ne sont pas mis en place. C'est clair qu'on n'est pas à l'abri de bad buzz ou d'erreurs par rapport à ces sujets. Les dirigeants sont optimistes quant à la possibilité d'accroître leur productivité, de changer la façon dont les gens travaillent, 65%, et d'encourager l'innovation. Donc en fait, ils sont plutôt enthousiastes par rapport à ça, mais ils sont quand même assez apeuré. Petite information avant de conclure la vidéo que je souhaitais vous partager. Nous avions vu ça sur la chaîne, un tweetos qui avait créé une application sur son iPhone qu'il a appelée HealthGPT, permettant finalement de transmettre ses données de santé, donc de l'application santé d'iPhone à ChatGPT, pour pouvoir discuter avec ChatGPT sur sa santé et trouver des améliorations pour son sommeil, pour sa santé, pour sa forme physique, etc. Et donc en fait, on avait vu ça il y a quelques semaines déjà sur la chaîne, et là ça y est, Apple s'est lancé dans le truc, et en fait ils vont lancer une application payante de santé, un coach santé d'intelligence artificielle juste ici, qu'ils ont nommé Quartz. Vous avez le nom juste ici, et donc grosso modo l'application fera ce que fait HealthGPT ici. Et donc je vais conclure en vous mettant le message d'alerte que je vous ai déjà transmis dans cette vidéo. Ne mettez pas votre vie entre les mains de l'intelligence artificielle. Et je reprends donc ma vidéo sur Hugging Chat qui a plutôt bien fonctionné, qui est sortie il y a très peu de temps, le chat GPT français. Et ce que j'ai bien aimé notamment dans cet outil, c'est qu'il y a une pop-up qui apparaît à chaque fois qu'on s'y connecte pour nous dire: l'intelligence artificielle vient d'arriver, elle est en phase de recherche, ne confiez pas votre vie à l'intelligence artificielle, ne prenez pas des décisions cruciales, des décisions vitales avec l'intelligence artificielle, on n'en est pas encore à ce stade de fiabilité. C'est comme ça que je finirai la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quelles sont les actualités qui ont retenu le plus votre attention. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres actus, des tutos, des nouveaux outils, bref des astuces autour de l'intelligence artificielle. C'était Ludo, j'ai beaucoup parlé et ça devient difficile, donc je vous laisse comme ça. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!